Elle alerte. Est-ce que ce sont des enseignements qui peuvent être dispensés par des professeurs qui sont compétents pour les dispenser? Elle choque. Non, c'est pas des monstres. Les pédocriminels ne sont pas des monstres. Ils donnent des bonbons, ils font des caresses, ils disent qu'ils vont apprendre. Ce ne sont pas des monstres. Elle mobilise. On financerait, avec l'argent de l'éducation nationale, des structures militantes qui viendraient prendre la place de qui? Parce que c'est toute la question, vous l'aviez également soulevé un tout petit peu la semaine dernière. Voilà presque 1 an que Sophie Audugé dénonce le nouveau programme d'éducation à la sexualité, le présentant comme une menace pour vos enfants. On enseignerait la sexualité à des enfants de 3 ans. On leur apprendrait à dire oui pour des relations avec des adultes. Là, c'est quand même écrit. À 4 ans, voilà, on écrit qu'on va apprendre à dire oui ou non. Mais que dit vraiment ce nouveau programme? Entre raccourcis, approximations et fantasmes, posons-nous une question. Le nouveau programme d'éducation sexuelle est-il vraiment aberrant? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez lié à la première vidéo de la chaîne, donc le nouveau programme d'éducation sexuelle, et tout ça au travers d'une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines d'un média qui s'appelle VA+, et qui a interviewé une certaine Sophie Audugé, qui est présentée comme une experte de l'éducation. Alors là, expert, on se dit, la fille est une chercheuse, c'est une universitaire, elle est publiée dans de grandes académies, elle écrit énormément sur les sciences éducatives, la fille est une spécialiste. Eh bien, en réalité, c'est une ancienne RH, qui est maintenant déléguée générale de SOS Éducation depuis 2019. Elle n'a aucune formation, aucun diplôme en sciences éducatives, en pédagogie ou en psychologie de l'enfant. Elle n'a pas d'expérience dans l'enseignement de terrain, n'a à ce jour sorti aucune publication scientifique, et n'est pas reconnue par les institutions éducatives ou universitaires. On commence donc à comprendre que la présenter comme une experte en éducation, c'est déjà très exagéré. Elle base donc toute sa légitimité sur son poste actuel, et sur ces quelques passages sur CNews notamment. Donc ça nous permet un peu mieux de comprendre qui est Sophie Audugé, non pas une spécialiste en éducation, une scientifique ou une experte, mais une militante qui est farouchement opposée au programme d'éducation sexuelle et qui insiste que l'éducation sexuelle n'a pas sa place à l'école. Maintenant qu'on a compris un peu le personnage, allons voir l'interview qu'elle a donnée en juin 2025 pour le média VA+. Interview qui a donné une vidéo qui s'appelle « Il s'attaque à vos enfants », majuscule. C'est un programme qui est découpé en 5 volumes. Chaque volume est dédié à un ensemble de niveaux. Donc par exemple, le premier volume est dédié à l'école maternelle, ensuite à l'école primaire. On a un volume pour le collège, pour le lycée, et le dernier volume est pour les CAP. Donc effectivement, le programme d'éducation sexuelle commence dès l'âge de 3 ans à la maternelle et va jusqu'à la fin du lycée, voire même dans les cursus type CAP. Si à partir du collège, et notamment de la 4e, on parle d'éducation sexuelle, avant, on va parler non pas d'éducation sexuelle, car on n'aborde pas les questions liées à la sexualité avec les enfants, donc on parle d'éducation affective et relationnelle. Par exemple, à la maternelle, on va axer le programme sur la notion de l'intimité, de faire comprendre à l'enfant que son corps est sacré, que son corps, personne n'a le droit de le toucher, et que l'enfant a tout à fait le droit de dire non à un contact physique. Il s'agit de connaître son corps et d'identifier des zones qui sont des zones intimes que personne n'a le droit de toucher. Du début de la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, le programme axe ses priorités sur connaître son corps, respecter son intimité et l'apprentissage du consentement. Alors non pas le consentement dans un sens où je peux dire oui, je peux dire non, car le oui est complètement absent du programme, mais de faire comprendre à un enfant qu'il faut dire non. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on nous fait un programme d'éducation sexuelle? Pour 2 raisons. La première, c'est que déjà c'est obligé par la loi depuis 2001. La deuxième raison, c'est qu'en France, tous les ans, 100 000 enfants sont victimes d'inceste en France. J'ai pas besoin forcément de beaucoup étayer pour qu'on comprenne que c'est une catastrophe, et qu'il faut absolument faire quelque chose. C'est pourquoi ce programme d'éducation affective et relationnelle et a posteriori sexuelle
a été mise au point, non pas par l'éducation nationale, mais par l'OMS, qui possède à peu près 7000 chercheurs et à peu près 800 centres de recherche dans le monde. Le deuxième axe de ce programme est de lutter contre tous les stéréotypes. Qu'il s'agisse des stéréotypes liés au genre, à la couleur de peau, aux ethnies, etc., etc. Donc le but est de lutter contre l'inceste en France, puisque souvent l'inceste se produit dans un cadre non violent, majoritairement dans des cas où un adulte va faire croire à un enfant que ce qu'il est en train de lui faire c'est normal, ou que c'est par amour. L'école veut donc intervenir ici et dire aux enfants qu'il y a des zones chez eux qui sont sacrées et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Et souvent, un enfant qui va se rendre compte du problème et qui va refuser l'interaction, on verra, étude à l'appui, que ça fonctionne. Les enfants qu'on a éduqués avec ce genre de programme sont beaucoup moins sujets à l'inceste. Un autre avantage de ce programme est de faire en sorte que l'enfant puisse parler. Si l'inceste est inévitable, qu'il puisse parler à un référent de confiance pour dénoncer ce qui lui est arrivé. À partir de la 4e, il s'agit d'aborder l'éducation sexuelle, donc en 4e on a à peu près 13 ans. Si quelques concepts liés à la puberté ont déjà été abordés en 6e et en 5e, c'est à partir de la 4e qu'on commence vraiment à parler sexualité. Donc ici le but c'est de parler de protection, de responsabilité, et toujours de parler consentement. Car c'est à ces âges-là que les adolescents commencent à avoir une activité sexuelle, qu'on le veuille ou non, et donc l'enjeu est aussi de parler donc de la diversité de la sexualité, par exemple de l'homosexualité et des questions liées au genre. Ici, il y a une réalité à prendre en compte, c'est à ces âges-là que environ 10% des enfants se découvrent comme étant homosexuels, ou en tout cas non hétérosexuels. Donc c'est dans ces années-là qu'on fait de la sensibilisation pour dire que l'homosexualité n'est pas un problème, qu'on n'a pas à harceler une personne parce qu'elle est homosexuelle, que la sexualité d'une personne la regarde. Si les choses sont faites de telle façon, ce n'est pas pour rien, c'est parce que les études dont on parlera juste après ont montré que parler d'homosexualité avec les adolescents faisait drastiquement réduire le harcèlement. Donc ce programme s'actionne de la 4e jusqu'à la 3e et continue au lycée sur la même lignée, donc interroger les représentations de la sexualité en société, savoir ce qu'est la puberté, savoir qu'il existe différentes formes de sexualité et qu'elles sont toutes respectables, mais voilà, c'est un programme qui est quand même assez soft. Et d'ailleurs, les programmes sont tous publiés, je vous les mets en commentaire de cette vidéo, et je vous mets aussi en commentaire absolument toutes les sources utilisées pour cette vidéo. Alors maintenant qu'on a vu ça, commençons à voir ce qu'en dit Madame Audugé. Le terme éducation à la sexualité est un terme qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas à la sexualité. On informe sur la sexualité. Mais on n'éduque pas à la sexualité. Donc déjà, le terme est impropre. Bon, ici on commence assez fort avec un faux débat sémantique. Le terme « éducation à la sexualité » est reconnu mondialement par l'UNESCO, l'OMS, l'éducation nationale donc, et si on chipote un petit peu, la définition d'éduquer, selon le dictionnaire Larousse, est de former quelqu'un en développant et épanouissant sa personnalité. Donc, former quelqu'un à une éducation affective et relationnelle ou à une éducation sexuelle, si, en fait, ça peut faire partie de l'éducation. Un mauvais point pour Madame Audugé. Petite pause dans la vidéo. Comme il a été dit précédemment, ce sont 100 000 enfants qui sont victimes d'inceste tous les ans, ce qui veut dire que c'est à peu près un enfant toutes les 3 minutes qui est victime d'une violence sexuelle par un membre de sa famille, ce qui veut dire que depuis le début de cette vidéo, ce sont 3 enfants qui ont été violés. Donc cette petite pause est là pour vous faire comprendre que si d'un côté certains s'offusquent de la présence d'un programme d'éducation à la vie relationnelle et affective à l'école, et bien de l'autre côté, des enfants sont réellement victimes de son absence. C'est pour ça que dès lors, il y aura en bas de cette vidéo un compteur des enfants agressés depuis le début, pour qu'à tout moment on puisse se rappeler que le sujet qu'on est en train d'aborder n'est absolument pas secondaire, mais reflète une réalité terrible, celle de l'inceste en France. L'école, c'est pas le lieu d'une information qui serait donnée par des personnels qui pourraient présenter leur vision d'un sujet. Alors ici, ce propos est complètement anti-éducatif. Tout enseignement, de l'histoire à la philosophie, implique une part de subjectivité. L'école reposant sur une médiation humaine. Par ailleurs, les programmes d'éducation à la sexualité sont encadrés par des programmes nationaux et dispensés par des professionnels de la santé ou des associations agréées. C'est-à-dire que ce ne sont pas les profs qui dispensent les cours d'éducation sexuelle, mais des personnes dont c'est le métier. Dans la dernière vidéo, j'ai interviewé 2 professeurs pour parler du système de l'éducation nationale, et il se trouve qu'on a parlé de ce sujet avec Alexandra, sujet que je n'avais pas mis dans la vidéo car ça aurait fait trop long. Voici une petite partie de ce qu'Alexandra en disait. Qui fait ça? Alors des associations d'intérêt public, comme le planning familial, des infirmières,
des professeurs volontaires ou qui, pour certains, dans leur programme, ont une partie du truc qui pourrait coller. Donc, notamment les collègues de SVT, mais ça peut être aussi les collègues de SNT, parce qu'il y a une histoire de numérique, etc. Le programme d'éducation à la vie amoureuse et affective et sexuelle, il est fait parce qu'on s'est rendu compte qu'un enfant sur 10, une fois adulte, avait été victime de violences sexuelles. Donc ça veut dire que dans une classe de 35, il y en a 3 à 4 qui, quand ils sont jeunes, soit a subi, soit va subir, et qui, quand ils sont plus vieux, a subi. C'est-à-dire, pourquoi ils ont subi ? Parce que quand ça leur est arrivé, ils ne savaient pas ce qui leur est arrivé, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient dire non, ils ne savaient pas que c'était mal, parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc pour les plus petits, et parce que c'est des choses de l'intimité, donc les parents, qui sont des fois les agresseurs, ils vont pas aller faire la promo de ce que c'est les droits de l'enfant, s'ils ont envie de l'agresser, ou de le malmener, ou de le violenter. Donc si l'école ne le fait pas, que la société ne le fait pas, et que les parents ne le font pas, des victimes qui se retrouvent à l'âge adulte avec des addictions, avec des tentatives de suicide, ou qui y réussissent, puis là qui ratent leur vie, parce qu'on va les déclarer comme losers, alors qu'en fait c'est le résultat du trauma, faut pas se voiler la face. Et la société, elle le paye doublement, et puis surtout, elle n'a pas permis à un de ses citoyens de devenir celui qu'il ou celle, parce qu'il y a beaucoup de filles, qu'il aurait dû devenir, qu'il ou elle aurait dû devenir. Ce programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, il est adapté à chaque classe d'âge. Et non, on ne va pas aller apprendre à un gamin de maternelle à faire une fellation ou une sodomie. C'est juste n'importe quoi. Par contre, ça permettra à un gamin de maternelle de savoir qu'il y a des endroits de son corps qui sont à lui et que seul lui peut autoriser quelqu'un à les toucher. Et ça, ce n'est pas dit dans beaucoup de familles, ce n'est pas verbalisé, ce n'est pas explicitement dit, et c'est un manque qu'on est, c'est notre mission, censé combler, parce que ça fait partie de l'éducation d'un futur citoyen. Si vous voulez, à partir du moment où l'école se met à aller sur des thématiques qui relèvent de l'intime, c'est-à-dire qu'elle va jouer aux apprentis sorciers avec le psychisme des enfants, on est là dans un système d'endoctrinement. Alors cette phrase est une inversion totale des faits. L'objectif de ces séances est précisément de protéger l'intimité des enfants, en leur donnant des outils pour dire non, en leur permettant de reconnaître des gestes déplacés, ou de comprendre ce qui est privé et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une intrusion, mais une prévention face aux actes de violence sexuelle. Refuser cela vient à laisser l'enfant sans défense. Aucun élément du programme ne vise à donner une vision de la sexualité. Les valeurs transmises sont celles des droits humains, du respect de la diversité, de la non-violence et du consentement. Rien de cela n'est du formatage. C'est la base du vivre ensemble, en fait. On n'a pas à utiliser un outil qui est celui du développement des connaissances des enfants au service d'une vision institutionnalisée de la sexualité, qui met toutes les formes de sexualité au même niveau en faisant croire à partir du moment où c'est institutionnalisé qu'elles ont la même force morale. Cette critique reflète une vision hiérarchisante et moraliste des sexualités, souvent hétéronormée, voire très religieuse. Or, le rôle de l'école n'est pas de porter un jugement moral, mais d'informer de manière neutre et de prévenir les discriminations. L'objectif de l'école, c'est de protéger les élèves, même ceux qui ne se conforment pas à une norme dominante. Vous avez là un processus d'endoctrinement qui est manifeste. Alors pourquoi c'est un processus d'endoctrinement ? Tout simplement parce que le principe même de l'éducation nationale et le principe même d'un programme d'éducation nationale, c'est qu'il réponde à un besoin de l'enfant. Le principe, si vous voulez, qui est d'ailleurs dans les textes, c'est primauté à l'intérêt de l'enfant. On ne fait que ce qui sert à l'enfant. On ne fait que ce dont l'enfant a besoin. Or, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'enfant a besoin d'une éducation à la sexualité pour se développer ? Est-ce qu'il en a besoin pour grandir ? La réponse est non.
Alors ça c'est rigolo, car toutes les recherches en pédagogie, en psychologie du développement, en santé publique et en prévention des violences sexuelles disent exactement le contraire. Ces recherches disent que les enfants ont besoin d'apprendre des limites de leur corps, la notion d'intimité, la notion de consentement, la différence entre gestes affectifs et gestes intrusifs. L'éducation à la vie affective et relationnelle favorise le développement de l'enfant, la confiance en soi et donc la capacité à dire non. Cela n'a strictement rien à voir avec un processus de sexualisation, c'est un outil de protection. La sexualité sous-entend un acte volontaire de deux personnes qui sont sexuellement fonctionnelles, ce qui en exclut d'office les enfants. Il n'a pas besoin qu'on vienne interrompre un processus qui est un processus à la fois d'identification personnelle, mais également d'identification à ses parents. C'est-à-dire que les figures parentales servent à l'enfant à constituer ses limites, des limites qui lui sont essentielles. Les limites entre les générations, pas de sexuel entre les adultes et les enfants, ça fait partie du processus d'identification aux parents. Quand on va, avec des programmes scolaires, contraindre des enfants à recevoir des informations qui relèvent exactement d'un domaine qui est celui du sexuel, dont, par ailleurs, l'ensemble des adultes leur dit en permanence que c'est de l'intime, qu'on n'a pas à toucher leur partie intime, qu'on n'a pas à leur en parler, et que les adultes ont une barrière infranchissable avec eux sur ce registre, finalement, on fait une injection contradictoire. Alors dans cet extrait, on a 3 affirmations. La première qui nous dit que la sexualité sous-entend un acte volontaire entre deux personnes sexuellement fonctionnelles, ce qui en exclut d'office les enfants. Donc ici, elle redéfinit la sexualité au sens purement génital, en la réduisant à l'acte sexuel. Or, dans toutes les sciences du développement, la sexualité englobe le rapport au corps, les émotions, les relations affectives, le consentement, la découverte de soi et des autres. Ce n'est pas parce qu'un enfant n'est pas sexuellement actif qu'il est hors sexualité. Il est en construction de sa subjectivité corporelle et relationnelle, et c'est exactement là que l'éducation affective et relationnelle intervient. D'autant que Madame Auduget semble oublier que le viol est un acte sexuel. Donc non, la sexualité ne sous-entend pas forcément un acte volontaire. Et malheureusement, encore moins entre deux adultes. Donc la deuxième affirmation est que l'enfant n'a pas besoin qu'on vienne interrompre un processus d'identification à ses parents. Donc ici, elle laisse entendre que parler d'éducation affective et relationnelle, non pas d'éducation sexuelle, puisqu'il n'y a pas d'éducation sexuelle à l'école, contredirait le rôle des parents. C'est faux. Les programmes ne remplacent pas l'éducation parentale, mais ils la complètent. Le programme rappelle constamment la place des parents et leur rôle dans la conversation. Et surtout, on rappelle à Madame Auduget que la définition de l'inceste, c'est un acte sexuel qui est commis sur un enfant par un parent. Donc évidemment qu'il faut une information qui soit pas celle des parents. C'est quand même 10% de la population totale en France qui a été victime d'inceste. Alors la troisième affirmation est que les figures parentales permettent à l'enfant de constituer des limites entre les générations, donc par exemple pas de sexe dans l'environnement familial. Et oui, et ce principe est justement au cœur des programmes, car les séances d'éducation affective et relationnelle enseignent que aucune des parties intimes ne doit être touchée par qui que ce soit, que certains gestes ne doivent pas être faits par des adultes sur des enfants, que ce qui est privé, et qu'on a le droit de dire non. Autre affirmation de Sophie Auduget, quand on contraint un enfant à entendre un discours sexuel, on crée une dissonance. Donc encore une fois, on a une amplification émotionnelle, car parler de contraindre un enfant à entendre un discours sexuel, c'est carrément trompeur. On rappelle que les contenus de primaire à la maternelle sont conçus pour être adaptés à l'âge, donc non sexualisés. C'est centré sur le respect du corps, l'écoute, les émotions, les limites. Voilà, rien de plus. Justement, un des objectifs de ce programme, c'est aussi d'apprendre aux enfants le consentement. C'est un peu, on peut trouver ça très noble d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement dans des familles, à l'école, il y a eu des rapports qui ont été faits, il y a aussi beaucoup de problèmes de pédophilie parfois. Mais est-ce qu'un enfant de maternelle peut le comprendre ? Parce que par exemple, dans le programme, dans la case à aborder avant 4 ans, il y a écrit « Apprendre à exprimer son accord ou son refus, apprendre à envisager et à respecter un refus ». Est-ce que c'est possible ça avec un enfant, un petit enfant, enfin un bébé presque en fait, franchement à moins de 4 ans c'est quand même vraiment très jeune. Est-ce qu'il peut comprendre ça ? Est-ce que c'est à l'école justement de lui apprendre à dire oui et non ? Parce que les gens vont dire très bien, s'il le sait dès le plus jeune âge, on va peut-être éviter certains problèmes. D'abord il faut se dire une chose, si il y a des abus sexuels sur enfants, c'est parce que les pédocriminels ne sont pas condamnés. Ça c'est la première chose, d'accord ? C'est que comme sur d'autres sujets,
la première action, elle est pénale. C'est-à-dire comment on peut justifier Limiter déjà les prédateurs. que 1% des criminels qui ont commis un inceste sur un enfant, seulement 1% soient condamnés. On a considéré depuis 20 ans que les enfants étaient des adultes en miniature. Considérer qu'il faudrait transférer la responsabilité à l'enfant de se protéger d'un adulte est anthropologiquement aberrant. Qui, sérieusement, peut écrire dans un programme Que s'il avait dit non, ça qu'on serait va pas dire possible. à l'enfant en classe qui vit ça, tu dois dire non. Il va faire quoi, l'enfant? Il va aller dehors? Il va vivre où? Avec quel soutien affectif? Enfin, je veux dire, faut Il faut déjà absolument qu'ils s'en pas... rendent compte déjà aussi que... Non, mais Parfois aussi, ils Ah. intègrent que c'est normal, parfois même. Non? Des enfants qui se rendent même pas compte qu'ils puissent avoir une vie autrement. Bon, alors ici on a un échange qui est extraordinaire. Sophie Audugé nous dit que si des enfants sont abusés, c'est parce que les pédocriminels ne sont pas condamnés, et que la première action serait pénale. Alors ici on a le premier sophisme de Madame Audugé, c'est le faux dilemme. On a un faux dilemme entre la justice et la prévention. Bien sûr que la justice est essentielle, mais elle intervient a posteriori. L'éducation à la sexualité, elle, est une mesure de prévention. Si peu d'agressions sexuelles sur enfants sont condamnées aujourd'hui, c'est précisément parce que déjà il y a des agresseurs, et ensuite que aussi, en partie, des enfants ne savent pas comment se protéger face à ces agressions. Ou alors que ces enfants n'osent pas en parler derrière à leurs responsables légaux, ou du moins à un adulte de confiance. Encore une fois, le profil de la personne incestueuse n'est pas une personne qui va violer un enfant avec violence. Souvent l'inceste, et Sophie Audugé le dit, fait partie du quotidien. Parce que c'est un adulte qui a fait croire à un enfant que c'était normal. Si l'enfant apprend à l'école que ce n'est pas le cas, il saura déjà mieux se défendre. Quand Sophie Audugé nous dit que on transfère la responsabilité à l'enfant, c'est anthropologiquement aberrant, c'est une déformation totale du principe de prévention. Aider un enfant à dire non ou à identifier une situation malsaine, ce n'est pas lui transférer la responsabilité. C'est lui donner des outils de protection psychique minimale. Lui dire tu as le droit de refuser, ton corps est à toi et tu peux en parler, je vois pas en quoi ça va porter la responsabilité du viol sur l'enfant. Ensuite, Sophie Audugé nous dit « Les enfants abusés ont entre 3 et 6 ans, sérieusement, on va leur dire tu dois dire non ». Bah encore une fois, c'est un argument émotionnel très fort, mais fondé sur une fausse caricature des programmes. Aucun programme ne dit tu dois dire non de manière aussi normative ou culpabilisante. Ce qui doit être dit, en sachant qu'ils ne le comprendront pas pour la plupart d'entre eux à cet âge-là, c'est répéter en permanence, dans toutes les occasions de classe et dans toutes les occasions éducatives, et notamment aussi à la maison, dans les clubs de sport, etc. Ton corps, c'est intime, ton corps, c'est précieux, ton corps est à toi, personne n'a le droit de le toucher. Et alors voilà le summum de l'hypocrisie quand c'est exactement ce qu'il y a dans les programmes. Merci Sophie, tu n'as donc visiblement même pas lu le programme que tu es en train de critiquer. Je cite ici les programmes. Cycle 1, prendre conscience de l'intimité de son corps, savoir que l'on peut refuser un contact, identifier des adultes de confiance. Cycle 2, savoir que certaines zones du corps sont intimes, que nul n'a le droit de les toucher sans consentement. Cycle 3, comprendre que chacun est propriétaire de son corps, apprendre à dire non. Savoir à qui parler. Ce que Sophie Audugé présente comme la chose évidente qu'il faut dire à l'école est précisément ce que l'école fait déjà. Les familles sont les premiers agresseurs dans la population des enfants victimes d'inceste. Je précise parce que, vu qu'on raconte n'importe quoi sur les statistiques, on aurait tendance à penser que toutes les familles agressent les enfants. Non! Et dans les enfants, la population des enfants qui sont victimes d'inceste ou de viol, soit intrafamilial, soit etc., là, évidemment, c'est 50% la famille. Bon, ici, le chiffre est faux. En fonction des estimations, c'est entre 60% et 75%. Ce qui est quand même invraisemblable. Parce que là, c'est quand même écrit. Quoi. À C'est 4 noir ans, sur blanc. voilà, on écrit qu'on va apprendre à dire oui ou non. Non, Sophie. Toujours pas. Le oui n'a jamais été écrit. Il n'est question que du non dans les programmes qu'il faut lire avant de critiquer. En faisant un parallèle qui est de dire « je peux refuser à mon camarade de s'asseoir à côté de moi ». Pardon, rien à voir avec un papy qui met le pénis dans la bouche d'un enfant. Hein. Toujours pas, Sophie. Ici, c'est un exemple qui est utilisé pour illustrer l'apprentissage du respect et de la politesse. Cet exemple ne dit pas qu'on peut refuser à un camarade de s'asseoir à côté de soi, mais qu'avant même de s'asseoir, on peut demander « est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» pour prévenir de l'approche physique. Tu sais, ça porte un nom, ça, Sophie. La politesse.
Dans le train, dans le bus, on le demande bien, alors pourquoi pas à l'école? Le but du programme, c'est de faire apparaître la notion de consentement dans des choses qui ne sont pas sexualisées, puisqu'on ne parle pas de sexe, encore une fois, à des enfants. Le programme va mettre en œuvre tout un tas de situations où on va demander à son camarade, par politesse, et pour instaurer le consentement. Quand on parle de culture du viol, c'est précisément que parfois des gens ne se rendent pas compte qu'ils agressent quelqu'un sexuellement, à cause d'un manque d'éducation. Et rien que de faire ça, de faire ce parallèle-là, crée une normalité entre des relations saines, qui sont de s'asseoir l'un à côté de l'autre, et un interdit. Là encore, voyez, on est dans quelque chose qui est une injonction contradictoire. Ouh là là, bah ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Hein. C'est dangereusement manipulatoire de dire ça, Sophie. On n'est pas dans un parallèle avec les relations sexuelles, mais encore une fois, dans une forme de consentement adapté à l'âge. Le programme n'a jamais dit qu'une chaise c'est comme du sexe. Il dit le respect du corps et de l'espace commence par de petites situations de la vie quotidienne. Et ça, c'est une technique pédagogique bien connue. Commencer par du concret, du non sexuel, pour ancrer une logique de respect et de communication. Si certaines personnes se sentent particulièrement à l'aise avec la violation du consentement d'autrui, c'est précisément car cette notion ne leur a pas été inculquée au quotidien. Sophie, on n'enseigne pas le consentement sexuel en maternelle, on enseigne le respect corporel et relationnel. L'OMS, l'UNESCO, les pédopsychiatres comme Serge Tisseron ou Catherine Dolto s'accordent sur cette méthode. La sexualité n'intervient pas là-dedans. Pourquoi ça rentrera dans un programme d'éducation à la sexualité? Pourquoi? Je veux dire, nous, on est en train de se parler, on est dans une discussion où on met l'une et l'autre en œuvre nos compétences relationnelles. Je veux dire, l'objet de la sexualité n'intervient pas ni chez vous ni chez moi. Peut-être parce que précisément, ce n'est pas de l'éducation sexuelle, mais de l'éducation affective et relationnelle. C'est pas les mêmes mots. Ah bah oui, c'est dur, il faut aller jusqu'à lire le titre du programme. C'est trop compliqué. On remarque quand même que Sophie dit strictement l'inverse de sa phrase précédente. Tantôt on compare le sexe à une situation quotidienne, tantôt ça n'intervient pas. D'un côté on nous dit que c'est de la sexualité déguisée, et de l'autre on nous dit que ça n'en est pas et que ça n'a rien à faire dans un programme d'éducation sexuelle. Bah à un moment donné il faut savoir, Sophie. Alors préparez-vous pour la justification de Sophie qui s'est peut-être rendu compte de sa contradiction. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants quand on leur dit on va développer vos compétences relationnelles dans le cadre d'un programme qui rentre dans un véhicule qui s'appelle éducation à la sexualité, qu'on le veuille ou non? Je veux dire, ils ont beau nous dire que c'est pas de l'éducation à la sexualité. En l'occurrence, l'obligation ne porte que sur une loi de 2001 qui porte le nom d'éducation à la sexualité. Donc ils ont beau nous inventer tout un ensemble de... Vie affective, relationnelle... Non, enfin, l'obligation... Sauf qu'ils partent du principe qu'une relation peut être potentiellement... oui, mais enfin, le véhicule législatif, c'est obligation à la sexualité. Enfin, éducation à la sexualité, 3 séances obligatoires, si vous voulez. Donc c'est bien là-dedans que ça rentre. Voici donc la pirouette finale de Sophie Audugé, une tentative de justification après s'être pris en flagrant délit de contradiction. Sauf qu'ici encore, son argument repose sur un amalgame volontaire entre le législatif et les contenus pédagogiques. Tout ça pour continuer à faire planer un malentendu. Quand elle nous dit « Ils ont beau nous dire que c'est pas de l'éducation à la sexualité, le véhicule législatif c'est éducation à la sexualité », c'est un glissement rhétorique. Oui, la loi de 2001 impose l'éducation à la sexualité qui englobe tout un tas de contenus. Alors oui, on aurait pu appeler ça éducation à la sexualité, à la vie affective et relationnelle, mais l'éducation sexuelle c'est que à partir de la 4e et avant il n'y en a pas car les enfants sont pas capables de comprendre le concept de sexualité. Bon, c'est un peu long, donc on a raccourci. Donc l'ultime arme de Sophie Audugé pour répondre à sa contradiction, c'est la mauvaise foi à un niveau stratosphérique. La fille, ça fait 20 minutes qu'elle nous explique que c'est de l'éducation à la sexualité, elle se contredit elle-même et se rend compte que ça n'en est pas, et là, branle-bas de combat. Ah, il faut trouver un truc. Ah bah oui, dans la loi de 2001, c'est écrit sexualité, donc forcément on apprend à des enfants à faire des fellations à l'école. Hein. Ah bah oui, c'est bien connu. Entre 9h et 10h30, tous les lundis à l'école, c'est cours de fellation par Madame Lapoutre. Hein. Bah oui, attendez, hein, moi je suis spécialiste, hein, je vous assure. Hein, oui, je sais ce que je fais, moi. Ah, bah vous voyez, il y a un cours de fellation là à 300 mètres. Vient alors le programme type que propose Sophie Audugé, le programme qui serait vraiment super et qu'il faudrait absolument adopter. Entre 6 et 12 ans, qui est ce qu'on appelle l'âge là où on va commencer à développer des connaissances, où il y a une soif d'apprendre des enfants. Soif d'apprendre qui est liée aussi à un développement cognitif qui est encore en fonctionnement. L'enfant n'a pas l'abstraction, n'a pas la conceptualisation. À ce moment-là, l'enfant il rentre dans une phase qui est un désir intense d'apprendre et un désir d'apprendre qui est résolument sur le concret, le factuel, puisqu'il n'a pas ni accès à l'abstraction ni accès à la conceptualisation. Pour apprendre, l'enfant va mettre en œuvre. C'est son processus d'apprentissage. C'est pour ça que c'est la période des connaissances fondamentales. J'apprends à lire,
Je veux dire, on me donne la méthode et je fais. On me donne la méthode et je fais. Je me trompe, on me corrige, je refais. Vous voyez, donc on est vraiment dans un aller-retour de théorie, pratique, théorie, pratique, théorie. L'enfant apprend par expérimentation à cette période-là de sa vie. Si vous lui donnez des informations sur la sexualité, il les mettra en œuvre. Voilà. C'est son processus d'intégration d'un savoir, d'accord, à cet âge-là. Donc, le risque, c'est que quand vous lui dites quelque chose, il ait besoin de l'expérimenter. Dans les toilettes à côté, entre les camarades de classe, voilà. Si vous dites à un enfant, voilà, alors comment ça se passe, la masturbation, etc., ils vont aller dans les toilettes, ils vont essayer à plusieurs, etc. Donc là, il y a un risque d'abus sexuel. On crée les conditions potentielles d'un risque d'abus sexuel. Donc ici, Sophie Audugé nous propose un programme sur 2 tranches d'âge, donc entre 4 et 6 ans et entre 6 et 12 ans. Programme qui est structurellement le même que celui proposé par l'Éducation nationale. Tout ça pour ça. Elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas parler des pratiques sexuelles entre 6 ans et 12 ans, car les enfants interagissent de manière empirique avec leur environnement, et donc qu'ils auraient envie de mettre en pratique tout ce qui leur a été appris. Et ça tombe très bien, car sur cette tranche d'âge, aucune pratique sexuelle n'est abordée avec les enfants. Merci infiniment, Sophie, de valider le programme de l'OMS, et donc adopté par l'Éducation nationale. C'est l'heure de la petite perle de la vidéo. Depuis le début, Sophie Audugé nous dit qu'il ne faut surtout pas parler de sexualité à des enfants de ces tranches d'âge-là. Mais qu'a-t-elle fait en mai 2023 dans les établissements scolaires ? Oh bah tiens, elle a mené un rapport dans lequel elle a posé des questions sexuelles à des enfants de cette tranche d'âge. Bah alors Sophie ? Oh bah, petit oubli. Oh, ça peut arriver à tout le monde. Son zizi ou sa zézette, au moment où vous lui parlez d'une vulve ou d'un pénis, ne ressemble pas à ce que vous lui montrez. D'accord ? Donc ça va dégénérer une angoisse évidente. Ah, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que j'ai. Et vous allez l'obliger à regarder. D'ailleurs, dans un exemple, vous disiez, après avoir fait ça, que le petit garçon, en rentrant chez lui, voulait voir le zizi de son papa. Parce que ça ressemblait aux photos. Non, mais normal. Mais c'est vrai qu'on se dit... C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes à un âge où vous lui apprenez quelque chose. D'accord ? Lui, il va mettre en œuvre. Il veut voir... On vous lui apprenez comment on fait une addition, il va faire des additions, etc. Bon, vous lui dites ça, il dit, il y a un problème, parce qu'il va aller aux toilettes, il va regarder, ça va pas du tout. Enfin là, moi, j'ai un gros problème, quoi. Donc, il peut demander... papa, mais c'est comment toi ? Pour voir que c'est effectivement ce qu'on lui a montré. Mais c'est parce que lui, il a. Et alors là, vous allez lui dire quoi ? Mais c'est ce que tu auras plus tard. Inaccessible à l'enfant. Il n'en est pas là. Donc ça ne sert à rien. Ça va juste générer chez lui des angoisses. Donc si je comprends bien, montrer une image anatomique à un enfant, ça provoquerait une angoisse. Mais que dire des milliers d'enfants qui découvrent leur corps en se regardant dans le bain ? Parce que là, c'est pas des illustrations anatomiques. En posant des questions à leurs parents, en lisant un livre illustré, ou en regardant une pub pour une crème épilatoire. Est-ce qu'ils sont tous psychologiquement dévastés ? En étant enfant, on a tous vu nos parents tout nus. On est psychologiquement dévasté ? Pour ce qui est du petit garçon qui veut voir le sexe de son père, bah oui, ça s'appelle la curiosité infantile, et ça, on a tous en tête une situation où un enfant a posé une question indélicate. Elle existe, elle s'exprime souvent avec maladresse, et c'est justement à l'adulte d'en faire un moment éducatif, en refusant poliment et en expliquant à l'enfant qu'il y a des zones d'intimité, blablabla, tout ça en accord avec le programme d'éducation. Mon corps m'appartient, cette zone m'est personnelle, fin de l'histoire. Dans la partie suivante, Sophie Audugé décrit ce qu'elle présente comme sa vision de l'éducation sexuelle. Elle décrit qu'il pourrait s'agir d'un cabinet d'infirmières présent dans les établissements, et dans lequel on pourrait poser toutes les questions possibles pour avoir nos réponses. Et là, l'infirmière les reçoit dans son espace. Et elle leur montre que cet espace, c'est un espace qui leur appartient. Individuellement. Et là, on leur dit, ici, c'est un endroit où des adultes sont formés, présents, pour te protéger. Voilà. C'est ça, l'espace. Et tu peux poser toutes les questions. Et on le dit en 6e, on le dit au CP, on le dit au CE1, on le dit au CE2. Et à partir du CM1, on dit, alors, là, il y a des questions qui se posent. Voilà, parce que la puberté, tout ça, vous en entendez parler, tout ça. C'est aussi là qu'on vient en parler. Et c'est l'infirmière qui répondra aux questions posées par les enfants qui en ont, et en s'adaptant aux enfants, et à là où ils en sont, premier élément d'adaptation. Mais il y a un deuxième élément d'adaptation, c'est que l'infirmière est formée pour savoir ce qu'elle peut dire ou ne pas dire. On cloisonne entre les professeurs et les personnels de santé. Oui, mais c'est surtout que l'infirmière, elle va dire, tu me demandes ça, je ne peux pas te répondre, tu es trop jeune. Non, un adulte ne répond pas à toutes les questions. Ah bah non, en fait, on peut pas poser toutes les questions. Donc l'enfant va rentrer dans un cabinet pour poser des questions auxquelles l'infirmière lui dira qu'elle ne peut pas lui répondre. Et ça causera pas de frustration. Mais alors, puisque, et selon ses propres propos, l'enfant a une soif de connaissance, où va-t-il aller chercher toutes ces réponses ? Bah moi j'ai bien une idée.
sur Internet, sur les sites pornographiques par exemple. Ah mais ça pose aucun problème à Sophie Audugé. Et attention, ce n'est pas parce qu'on refuse d'aborder un sujet que c'est tabou. Non, 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 monsieur. Un adulte dit à l'enfant, cette question je peux te répondre, mais celle-ci, on y reviendra plus tard parce que tu es trop jeune. C'est pas avoir des tabous. Donc si vous voulez, on n'a pas de tabou, a priori. C'est quoi déjà la définition d'un tabou ? Interdiction d'employer un mot dû à des contraintes sociales, religieuses ou culturelles. Ah bah ça correspond bien quand même. Donc ici, elle propose qu'on réponde à l'enfant « Je ne te répondrai pas maintenant, tu es trop jeune ». Ok. Mais attendez une seconde. C'est pas elle, il y a 5 minutes, qui disait que l'enfant pouvait pas se projeter dans l'avenir, et que justement lui dire « tu comprendras plus tard » n'avait aucun sens cognitif pour lui ? Non. Non, j'ai dû rêver. Et alors vous allez lui dire quoi ? Oui, c'est ce que tu auras plus tard. Inaccessible à l'enfant. Dans ma vidéo précédente, je disais « Gare au discours non sourcé qui nous donne comme seule garantie que la parole d'un intervenant, peu importe sa légitimité. » Et ici, on est pile dans cet exemple de comment une spécialiste, une experte peut raconter scrupuleusement n'importe quoi. Quand on n'a même pas lu les programmes, c'est difficile de les critiquer sans dire n'importe quoi. La suite de la vidéo traite d'un sujet que j'aurais préféré éviter car je vous prépare un format qui lui sera dédié. Mais bon, comme la vidéo en parle, on va en parler un petit peu. Alors il y a quelques minutes, on nous disait apparemment que les méchants woke voulaient pervertir les enfants. Et maintenant, on nous parle de la très fameuse théorie du genre. Alors ce sujet est extrêmement complexe, c'est pour ça qu'il aura sa vidéo dédiée, dans laquelle j'expliquerai pourquoi je réfute la théorie du genre, et quand je dis je, en fait c'est la science. Si je rencontre des gens qui sont complètement pour ou complètement contre la théorie du genre, il faut quand même se méfier des discours ultra polarisés, car la vérité se trouve souvent dans un entre-deux. Avant même qu'on aborde la théorie du genre, il faut qu'on aborde les 4 composantes d'une identité sexuelle. On trouve le sexe, le genre, l'orientation sexuelle et l'expression de genre. C'est ce qui permet de résumer l'identité sexuelle d'une personne. Le sexe, c'est l'appareil reproducteur qui nous a été attribué à la naissance. Le genre est l'identité ressentie de la personne. Alors on verra que c'est tout aussi biologique et attribué à la naissance, mais que ça dépend pas du sexe. C'est pour ça qu'on en fait la distinction entre sexe et genre. L'orientation sexuelle correspond à notre attirance, donc vers les hommes, les femmes ou les deux. C'est aussi biologique et attribué à la naissance, on aura l'occasion d'en reparler. Et enfin, donc on a l'expression de genre qui est comment notre genre se manifeste dans notre comportement et notre personnalité. C'est de ça que viennent les stéréotypes de genre. Si t'es un garçon, t'aimes le bleu, les camions, les trains, le foot et tu te bagarres à l'école. Si t'es une fille, t'aimes le rose, les Barbies et la danse. Donc j'arrive là où je voulais en venir. Que dit la théorie du genre ? Elle dit 2 choses. Premièrement, elle dit que le genre est une construction sociale. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que le genre est une construction sociale, on pourrait donc le choisir. Et c'est là que c'est problématique, parce que comment pourrait-on choisir quelque chose qui nous est attribué à la naissance ? On ne peut pas. Son problème, c'est qu'elle fait la confusion entre le genre et l'expression de genre. Effectivement, l'expression de genre est la seule composante de notre identité sexuelle qui ne dépend pas d'un aspect biologique, mais d'une construction sociale et de l'environnement. Et d'ailleurs, les stéréotypes de genre, en fonction des époques, ont tendance à changer. Par exemple, au début du XXe siècle, on attribuait plutôt le rose aux garçons, car c'était une couleur vive dérivée du rouge, qui symbolisait la force et la virilité, et on réservait le bleu pour les filles en lien avec la Vierge Marie, toujours illustrée en bleu, et donc perçue comme douce et pure. On voit par exemple un article du magazine Earnshaw's Infant Department de 1918 qui l'expliquait clairement, le rose étant une couleur plus décidée et forte, convient mieux aux garçons, tandis que le bleu, plus délicat et gracieux, est plus joli pour les filles. C'est donc tout naturellement que les filles avaient tendance à préférer le bleu et que les garçons préféraient plutôt le rose. Et c'est à partir de 1945, avec l'essor de la mode genrée aux États-Unis, que les fabricants et le marketing ont commencé à fixer des rôles aux couleurs, et cette fois c'était le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Ce code s'est ensuite solidifié durant l'après-guerre, et on en arrive aujourd'hui à des filles qui préfèrent plutôt le rose et des garçons qui préfèrent plutôt le bleu. Donc voilà pour la théorie du genre. Alors effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qui est très controversé, qui est très discuté. Elle a eu le mérite d'ouvrir la porte à tout un tas de discussions très intéressantes, mais effectivement, la théorie du genre est aujourd'hui invalidée par la science. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que cette théorie du genre est complètement absente des programmes d'éducation affective et relationnelle et d'éducation sexuelle. À aucun moment dans le programme n'est cité le terme théorie du genre.
Vous parliez beaucoup d'agenda, d'idéologie, et il y a cette fameuse théorie du genre qui est entrée par la grande porte, parce qu'avant on n'osait pas trop en parler. Alors il n'y a pas écrit théorie du genre, parce que ça reste encore le gros mot qui a été montré du doigt au début, mais il y a quand même encore le mot genre. Ce qui me saute déjà à l'oreille, c'est que la journaliste ne fait pas la différence entre le terme genre et le terme théorie du genre. Elle veut dire que la théorie du genre fait partie intégrante du programme, problème, elle n'en voit la mention nulle part, donc elle se rattrape en disant « il n'y a pas écrit théorie du genre, mais il y a quand même le mot genre, donc c'est pareil ». Or non, le genre et la théorie du genre, c'est pas pareil, c'est pour ça qu'on a deux termes différents. Par exemple, en CE1, il y a écrit « promouvoir des relations égalitaires, repérer les discriminations issues de stéréotypes, notamment de genre », donc là ça y est, dès le CE1 on en parle, et en 5e, différencier sexe, genre et orientation sexuelle, et respecter leur diversité. Le problème, c'est qu'aucun de ces deux sujets ne traite de la théorie du genre. En CE1, on apprend aux enfants à se méfier des stéréotypes de genre en leur disant, par exemple, qu'un garçon a le droit de jouer à la poupée sans pour autant être une fille. On leur dit à juste titre que les stéréotypes de genre évoluent en fonction des époques et des sociétés, c'est ce qu'on a vu avant, et que ces stéréotypes peuvent mener à des discriminations. C'est tout. À aucun moment, la théorie du genre n'est abordée. On ne dit pas à des garçons qu'ils peuvent être filles s'ils veulent, ou à des filles qui peuvent être garçons, et puis qu'on peut changer de sexe, voilà, comme on peut entendre parfois dans certains médias. Est-ce que vous trouvez normal que des gens viennent de l'extérieur de l'école pour demander aux enfants, aux garçons, s'ils se sentent pas un peu filles, ou aux filles, s'ils se sentent pas un peu garçons, quand ils ont 10 ans? En 5e, on apprend aux adolescents à faire la différence entre 3 composantes de l'identité sexuelle, le sexe, le genre et l'orientation sexuelle. Alors il se trouve que c'est généralement à cet âge-là qu'un enfant peut se rendre compte qu'il est homosexuel. L'UNESCO nous dit dans une étude de 2021 que 67% des élèves homosexuels subissent des injures à caractère homophobe et que 54% des élèves homosexuels subissent du harcèlement scolaire. Donc effectivement, il y a un problème. Et c'est exactement pour ça que les programmes intègrent la différenciation entre le sexe, le genre et l'orientation sexuelle. Car dès lors qu'on propose de l'information sur ces sujets, on constate une baisse systématique des cas de harcèlement, et plus généralement des violences et des sentiments d'insécurité dans les collèges. C'est ce que rapporte une étude du NCBI réalisée en 2020, qui témoigne que quand les établissements dispensent de l'information sur l'homosexualité, on constate une baisse de l'ordre de 30% des cas de harcèlement. L'étude partage également des chiffres assez préoccupants, comme la proportion des personnes LGBT harcelées à l'école en fonction du type de harcèlement et du niveau scolaire. On nous explique qu'un élève LGBT a environ 65% de chances d'être harcelé au collège, mais aussi que ces élèves harcelés ont beaucoup plus de chances de se suicider, entre 12 et 18% de chances supplémentaires. Donc oui, aborder ces sujets, c'est extrêmement important, d'autant qu'on en voit les résultats dans les pays qui le font. Mais encore une fois, à aucun moment, la théorie du genre n'est abordée. C'est purement et simplement de la fake news. Si vous allez dans les fameux tableaux que vous avez cités au début de notre entretien, qui sont un peu plus loin, bah vous verrez, je ne sais plus à quel âge, je sais pas, c'est 4 ans je crois, enfin, en tous les cas ça doit être moins de 4 ans, où on propose à des enfants de regarder des catalogues de jouets et d'identifier voilà, ce qui est fille, ce garçon, qui est fille ou ce qui est garçon, non-genré. je veux dire à 4 ou 5 ans. Alors effectivement, il existe une activité qui consiste à repérer les stéréotypes dans les catalogues de jouets, non pas pour les moins de 4 ans comme le dit Sophie Audugé, mais pour les élèves de CE1, donc des élèves de 8 ans. Et la journaliste nous parle de classer les jouets pour dire si c'est pour les garçons, les filles ou si c'est, et là je reprends son terme, non-genré. Encore une fois, aucune source pour étayer le propos, et pour la simple et bonne raison que ce qu'elle dit est totalement faux, à aucun moment, le programme ne dit qu'il s'agit de classer les jouets en 3 catégories, pour les garçons, pour les filles et non-genrés. Au contraire, il s'agit de dire que si les catalogues genrent les jouets, en les classant en catégories, pour les garçons et pour les filles, ça n'interdit ni à un garçon de jouer avec une poupée, ni à une fille de jouer avec une voiture. Bon, à partir de là, je pense qu'on commence à comprendre la nature ultra-réactionnaire de Sophie Audugé, le fait qu'elle ne connaisse absolument pas le programme qu'elle est en train de dénoncer, et notamment lorsqu'elle nous dit ça. À une époque où, si vous voulez, les professeurs faisaient pas de fautes d'orthographe en primaire, voyez. Les professeurs savaient faire des calculs et savaient ce qu'était une fraction à l'école primaire. Aujourd'hui, vous avez un nombre non négligeable de professeurs des écoles qui sont incapables de faire une fraction. Bienvenue au Café du Commerce. Alors ici, on a une manipulation très sournoise qui consiste à dévaloriser les enseignants pour mieux décrédibiliser ce qu'ils enseignent. Moi, j'aimerais bien savoir où Sophie Audugé va chercher ses chiffres sur la quantité non négligeable de profs qui ne sauraient même pas faire une division. Elle qui a l'air de tant aimer la rigueur scientifique.
Car peut-être a-t-elle oublié que pour être prof en primaire, il faut au minimum un bac plus 5 et passer un concours, donc un CAPES ou une agrégation. Concours qui prendra les premiers arrivés au classement. Alors c'est sûr que c'est plus facile quand on ne sait pas faire une fraction d'aller passer du temps sur des contenus qui sont des contenus idéologiques, qui ne répondent ni sur les faits scientifiques, ni sur des contenus académiques. Pour rappel, le programme d'éducation sexuelle a été élaboré par l'OMS, organisme regroupant plus de 7000 chercheurs et 800 centres de recherche. Mais apparemment, ça permet quand même à Madame Audugé de dire qu'il n'y a aucune science dans ce programme, et qu'il ne s'agirait que d'idéologie. On remarquera aussi le moment où Sophie Audugé nous dit que les programmes scolaires doivent être réalisés en fonction des religions des élèves. Elle n'a pas à venir à l'encontre des foi qui existent et qui sont tolérées dans notre pays au titre de la loi de la laïcité. À ce titre-là, le contenu des écoles ne doit pas venir percuter ce qui est fait par ailleurs au titre de la foi. Bafouant le principe même de la laïcité. En guise de conclusion, on va répondre à notre question. Y a-t-il des choses qui sont aberrantes dans le programme d'éducation sexuelle ? La réponse est non. Le programme d'éducation sexuelle a été réalisé par des professionnels, donc l'OMS, et son enseignement est dispensé par des professionnels de santé ou des associations agréées. On remarque que dans tous les pays qui ont mis en place ce programme en particulier, les cas de harcèlement ont baissé, que les cas de violence sexuelle sur enfants ont baissé aussi. On en viendrait presque à se demander si toutes ces personnes qui s'opposent au nouveau programme d'éducation sexuelle à l'école n'auraient pas comme intime conviction que de défendre les violeurs et les familles incestueuses. On peut être un spécialiste autoproclamé et pourtant raconter n'importe quoi sur un sujet. On peut être une journaliste tout en manipulant son audience et en relayant des fake news. Retrouvez toutes les sources en commentaire et merci d'avoir regardé cette vidéo.